une toute petite précision, je ne vais pas parler de métabolisme hépatique des médicaments, ce n'est pas le sujet ni mon domaine. J'avais aussi demandé aux organisateurs s'il fallait limiter le sujet aux DOAC, donc aux anticoagulants directs, parce qu'au fait, dans nos recommandations, on voit un peu tous les médicaments qui font saigner en même temps, et donc ils m'ont dit, si tu as le temps, brosse un tableau général, donc vous verrez qu'il n'y a pas que des DOAC dans l'exposé. Encore une précision, ce qui est intéressant dans la médecine et dans essayer de savoir ce qu'on va faire, c'est de revoir la littérature, mais évidemment dans une littérature technique, et ça vaut pour l'endoscopie, ça vaut pour les chirurgies, on n'a pas des études avec 70 000 patients comme en médicaments. Et donc la littérature a souvent des défauts, et donc avec malgré tous ces défauts, ce peu d'études, on doit malgré tout prendre des décisions et faire des recommandations. Voilà, c'est des petites remarques. Alors, je vais commencer par revoir avec vous et faire une petite promenade dans nos différentes techniques. Ça vous permettra d'abord peut-être de comprendre la variété incroyable des techniques que nous avons dans le tube digestif et les risques éventuels déjà de la technique elle-même et si publiée sous anticoagulants. Et autre remarque, c'est souvent pas nécessairement bien connu des gastro-entérologues qui ont vraiment peur de faire saigner, effectivement, et qui seraient plutôt trop prudents à faire tout arrêter. J'ai parfois vu dans des comptes rendus d'endoscopie pas de biopsie parce que sous anticoagulant, alors que depuis longtemps, les recommandations montrent que c'est un risque très faible. L'endoscopie diagnostique avec biopsie, le risque hémorragique de l'acte est minime. Il n'y a pas d'augmentation du risque sous aspirine, clopidogrel ou warfarine. Et sous DOAC, il n'y a pas beaucoup d'études, mais enfin, il n'y a pas d'hémorragie majeure. On pourrait juste dire, comme il y a un pic d'anticoagulation qui est très variable d'un patient à l'autre entre 2 à 6 heures après la prise, d'éviter la prise du matin de l'endoscopie. Voilà. Donc, risque faible. On va essayer de classer ici notre technique, nos actes endoscopiques, en risque faible et en risque élevé, tout comme il faudra balancer ça avec le risque d'accident vasculaire ou cardiaque. La polypectomie, alors la polypectomie, ça, c'est un risque hémorragique déjà percé, hein, jusqu'à 1,7%. Il y a, alors dans le risque hémorragique, on peut classer en immédiat ou retardé. On n'aime pas le retardé, parce que ça, c'est le patient qui revient après sa colono le soir ou le lendemain avec des rectorragies, et c'est toujours très ennuyeux pour le patient, pour le médecin, pour l'organisation du service. Immédiat, on peut sans doute faire des choses, donc c'est plus facile à gérer pour nous. Et alors, il y a évidemment des hémorragies qui paraissent dans les études, mais qui sont mineures, et puis il y a des hémorragies graves, c'est rare, mais ça existe. Les facteurs de risque, c'est la taille du polype. Il y a parfois dans un pédicule une petite artériole. Et ça dépend aussi de la technique. Avec le type de courant qu'on utilise pour sectionner le polype. Et alors, ce qui est intéressant, et ça c'est un grand progrès depuis 5, 6, peut-être une petite dizaine d'années, pour beaucoup de polypes plans, on les coupe à froid maintenant. On s'est rendu compte qu'il y avait finalement moins de complications à ne pas mettre de courant du tout. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, la coagulation, même si c'est joli, il n'y a pas du tout de saignement au moment même, elle va abîmer les vaisseaux de la sous-muqueuse colique, qui sont des plus gros vaisseaux. Et c'est là l'origine des saignements retardés. La mucosectomie, ça, on utilise ce terme pour dire qu'on va injecter un peu de sérum physiologique pour soulever le polype et puis le prendre entièrement à l'anse. Est-ce qu'on a des études? Oui, on a quelques études, un peu limitées, mais donc il y a des choses qu'on sait.
couper un polype à l'ange chaude, donc chaude dans notre jargon, ça veut dire avec électrocoagulation, versus froide sans électrocoagulation, donc juste serrer l'assaut métallique et ne pas mettre de courant, eh bien, il n'y a pas plus d'hémorragie si ce n'est pas chez des patients anticoagulés. Les études en froide, avec ou sans anticoagulant ou antiagrégant, il y a un peu plus d'hémorragie immédiate, mais pas grave, et pas d'hémorragie retardée, celles qui dépendent des vaisseaux de la sous-muqueuse, donc c'est logique. Il y a des études randomisées, RCT, études randomisées, sous anticoagulation, il y a beaucoup plus d'hémorragie avec l'anse coagulante. Hein, donc c'est vraiment, je trouve, c'est un grand progrès dans notre compréhension de nos techniques. Coaguler pour couper un polype, ce qu'on a fait pendant, je sais pas, 30, 40 ans, eh bien finalement, c'est pas le mieux. Il vaut finalement mieux pas mettre de courant quand c'est possible. Évidemment, on est parfois limité par la taille du polype ou par le pédicule. Il y a des études avec l'anse froide, sous anticoagulation. Il y a quand même plus d'hémorragie digestive dans le cas de bridge therapy. Donc quand on a, un peu comme Antoine le disait, quand on a mis une héparine en bridge. Donc ça fait plus, cette manière de faire donne plus d'hémorragie. Les mucosectomies, évidemment, là, on attaque la sous-muqueuse, donc il y a quand même le risque hémorragique est plus important. Et dans le duodénum, là, il y a des hémorragies retardées en pourcentage très important, ça va jusqu'à 12% dans certaines études. Maintenant, bien sûr, nous pouvons faire des choses. Nous avons aussi des techniques pour diminuer le risque de saignement, en mettant des clips, par exemple, sur la lésion qu'on vient de couper. Ça semble assez efficace. Il n'y a pas beaucoup d'études, c'est pour ça que c'est un peu controversé. Quoi qu'il en soit, la polypectomie est un risque élevé. Ce qui veut dire que la coloscopie est un risque élevé, parce qu'on ne sait jamais si on va devoir couper un polype pendant la coloscopie. Il y aurait éventuellement quelques rares indications où on accepterait de faire une coloscopie juste pour voir et pouvoir coaguler un angiome, par exemple, quelque chose d'autre, et sans toucher aux polypes, ou alors ne les enlever qu'à l'anse froide, mais tout ça, on ne le sait pas d'avance. Donc, il faut bien réfléchir avant de faire une coloscopie sous anticoagulant. La dissection sous-muqueuse, c'est une très très belle technique. Ça prend beaucoup de temps, mais sur le plan carcinologique, c'est génial parce qu'on enlève des vastes pièces de muqueuse en un bloc, donc comparablement à un chirurgien, mais pour des lésions superficielles, mais elles n'ont pas été coupées. Pourquoi? Parce que l'endoscopiste, qui a été formé à la technique, hein, tout le monde ne le fait pas, va, par un espèce de petit couteau coagulant, disséquer véritablement dans la sous-muqueuse qui a été préalablement gonflée par du sérum physiologique un peu coloré en bleu. Et donc, en allant par en dessous, il crée un tunnel et on peut enlever vraiment des grandes zones. Et c'est impressionnant sur le plan pour enlever des cancers superficiels du côlon, de l'estomac, de l'œsophage, c'est génial. Mais évidemment, c'est une technique à risque élevé d'hémorragie. Alors, aspirine à faible dose, pendant longtemps on avait dit même ça il faut l'arrêter, mais finalement on a 2 méta-analyses qui disent qu'il n'y a pas d'augmentation du risque, mais pour le reste il y a une augmentation du risque sous anticoagulant. De nouveau, on a des techniques de prévention, mais ce n'est pas toujours parfait, surtout si on laisse un vaste défect muqueux. On n'a pas toujours assez de clips pour tout fermer, donc ça reste une technique à risque. Mais elle n'est jamais décidée en urgence non plus. La cholangio-rétrograde, donc c'est cette technique où on va dans les voies biliaires hein, pour les voir d'une part et surtout pour enlever quelque chose ou drainer la bile. Alors le risque
global n'est pas très important, mais il existe. Et il existe quand il est lié surtout à la sphinctérotomie. La sphinctérotomie, c'est fendre le sphincter d'Oddi avec un sphinctérotome, donc ce petit fil électrique. Et ça, c'est nécessaire, par exemple, quand on doit enlever des calculs du cholédoque. Mais en fait, ce n'est pas nécessaire si on doit glisser juste une prothèse. Donc, il y a moyen. Donc, tout dépend de l'indication, en fait. Ce risque est augmenté en plus quand on prend des anticoagulants, quand il y a une thrombopénie, une cirrhose, une dialyse, si déjà ça saigne immédiatement et si l'endoscopiste est peu expérimenté. On peut l'éviter en évitant les sphinctérotomies inutiles et en utilisant un courant mixte où il y a déjà un peu de coagulation. Enfin, c'est jamais parfait. Il y a donc une augmentation aussi du risque hémorragique qui est significatif chez les patients sous antiagrégants, mais pas pour l'aspirine seule. C'est donc avec sphinctérotomie classé dans les risques élevés. L'ampulectomie, c'est quand on a un ampulome, c'est-à-dire une espèce de polype à haut risque de dégénérescence qui naît sur la papille. Et donc, une technique très élégante est de la couper à l'anse et de glisser aussi des prothèses pour protéger le canal de Wirsung. Et ça cicatrise très bien, c'est très élégant, ça évite une chirurgie. Par contre, c'est un grand risque hémorragique. C'est un endroit très vascularisé. Le risque spontané, même sans aucune médication anticoagulante, est de 10,5%, dont 25% ont nécessité une transfusion. C'est-à-dire que dans notre spécialité, c'est quand même sérieux. Les clips pour fermer, ça existe, mais enfin, c'est pas parfait, puisqu'il y a aussi les canaux qui arrivent là, le cholédoque et le Wirsung. Et donc, c'est peut-être le seul acte où on pourrait envisager même de discuter l'arrêt de l'aspirine, mais au cas par cas. Donc, risque élevé. L'écho-endoscopie, c'est une technique où il y a une sonde échographique sur l'endoscope qui nous permet de faire une échographie des organes adjacents et aussi de faire des actes. Par exemple, une ponction diagnostique pour avoir la nature histologique d'une masse dans le pancréas, par exemple, mais également, ça nous permet de drainer des collections, la kystogastrostomie. Ça nous permet même, après, une fois qu'on a mis en place une petite prothèse dans cette collection, après les pancréatites aiguës, par exemple, d'y retourner avec un endoscope dans la collection et d'arracher patiemment les séquestres qui risquent de créer le sepsis. Nous appelons ça la nécrosectomie. Alors, il peut y avoir, là, dans ces techniques-là, il y a des risques d'hémorragie grave. Et donc, si on se contente de regarder, donc l'écho-endoscopie sans geste accompagnateur, le risque est faible, mais il y a un risque élevé s'il y a un geste ou une ponction. Et donc, il faut le savoir pour les anticoagulants. Dilater une sténose, même si on n'a pas beaucoup d'études, mais ça saigne quand même toujours un peu. Et donc, il y a aussi un risque de perforation, qui donc secondairement risque fort de saigner. Et donc, on a vraiment peu d'études, mais donc dans le doute, on les a classés dans risque élevé. Une mise en place de prothèses, simplement, sans faire d'autres gestes, sans dilater évidemment à l'avance. Les prothèses métalliques permettent cela, puisque le cathéter qui les tient est assez fin. Finalement, il y a peu de risques. Il y a une étude où il y avait de prothèses œsophagiennes, dont 2 études, pardon, où il y avait plus ou moins 9% d'hémorragie, mais on pense que c'était la tumeur elle-même qui saignait, parce que c'est souvent des techniques utilisées dans les tumeurs œsophagiennes. Mais il y a beaucoup d'autres études qui ne montrent pas une majoration de risque. Il n'y a pas d'études sous anticoagulants, mais du coup, on a classé plutôt dans risque faible. Quand je dis on a classé, ce sont les recommandations de la Société européenne d'endoscopie digestive et également de la British Society of Gastroenterology, et qui sont toutes récentes. Elles ont été revues ici, ça date de 2021.
La gastrostomie endoscopique percutanée, donc c'est une manière de mettre une sonde de nutrition dans l'estomac du patient, mais en perçant la paroi abdominale et la paroi gastrique. Donc il y a un risque hémorragique déjà spontané, un petit peu, 1,5%. Il existe des hémorragies sévères, il y a peu d'études, mais le risque semble augmenter quand même sous anticoagulants dans une relativement grande étude rétrospective. Donc par prudence, on a classé dans risque élevé. L'entéroscopie, c'est aller voir une grande partie de l'intestin grêle avec un très très long endoscope qu'on manie avec une espèce de système de ballon pour retirer un peu de l'intestin grêle ou une spire. Enfin voilà, ça c'est très technique. Simplement regarder de nouveau ne crée pas plus de risques, mais c'est un peu comme pour la coloscopie. Si on fait ça, c'est parce que il y a eu la grande indication, c'est les hémorragies dont on ne connaît pas la cause et qui sont sans doute dans l'intestin grêle, et on trouve parfois un polype ou un angiome, et le polype, il faut l'enlever. Et donc, de nouveau, le risque est lié à la polypectomie ou au traitement pendant cet acte. Donc, si on pense qu'on va faire pour un traitement, c'est un risque élevé. Alors, les varices ésophagiennes, voilà, c'est mon lien avec les pathologies. Ce sont des grosses veines dans l'ésophage. Ça ne demande qu'à saigner généralement. Pour les réduire, c'est très efficace de les ligaturer, c'est-à-dire qu'on va propulser des petits élastiques à la base, et la cicatrisation de ce phénomène va créer des tas de cicatrices qui vont faire que les varices ne sont plus proéminentes, et c'est très efficace. Maintenant, il y a une phase où, quand l'élastique est tombé, il reste un ulcère. Cet ulcère peut secondairement saigner, et donc c'est un risque élevé. Ceci est beaucoup plus rare. Nous ne le faisons pas, par exemple, c'est la radiofréquence dans l'ésophage de Barrett. Quand il y a une indication, nous l'adressons en milieu universitaire. On passe une espèce de plaque, en fait, qui va délivrer des ondes de radiofréquence sur la muqueuse de Barrett pour essayer de l'éradiquer. Ça ulcère alors transitoirement la muqueuse. C'est pour ça que ça a été classé dans risque élevé. De nouveau, il y a peu d'études. Et la coagulation au plasma d'argon, c'est une technique très élégante par endoscopie pour coaguler des petites lésions vasculaires, des angiomes, des angiodysphagies. Donc c'est plutôt un traitement de lésions hémorragiques. Donc il n'y a pas de données non plus sur le risque de cette technique elle-même. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est d'une part vous expliquer un peu nos techniques et les classer en grand risque ou faible risque d'hémorragie, parce que les décisions vont dépendre de tout cela. Comment gérer tout ce risque? Alors, une première remarque, c'est qu'une hémorragie endoscopique, secondaire à un acte endoscopique, eh bien, quand même, le plus souvent, ça peut être contrôlé par un nouvel acte endoscopique, on sait d'où ça saigne, on peut y retourner, on a maintenant des tas de systèmes, donc je ne dis pas que c'est du 100%, mais on a là bon espoir quand même de pouvoir le gérer, et c'est rarement fatal. En revanche, et comme l'a très bien dit Antoine, un AVC thrombotique, ça peut induire un handicap à vie, un infarctus massif peut être fatal, donc voilà, il faut vraiment peser le pour et le contre, mais il serait un peu trop facile de dire on arrête simplement les anticoagulants parce que moi, gastro-entérologue, je ne veux pas que mon patient saigne de mon acte. Non, il faut que nous ayons à l'esprit ceci qui est plus grave que cela. Maintenant, tout se discute en balance bénéfice-risque individualisé et le patient doit être informé. Alors là, je vous résume un peu l'arbre décisionnel et les recommandations, toutes récentes, hein, que vous pouvez trouver, si ça vous intéresse, vous tapez dans Google ISGI et vous, recommandations, c'est accès libre, et il y a plein de choses intéressantes. L'aspirine, on peut la garder vraiment pratiquement tout le temps. Il y a une petite discussion pour l'ampulectomie, donc qui était notre acte le plus hémorragique spontanément, mais ça doit quand même se discuter en fonction de la balance bénéfice-risque.
Et donc, nous avons des tableaux comme ceci maintenant. Et ça, c'est pour les anti-agrégants. Je sais bien que ce n'est pas tout à fait le sujet, mais comme ça, vous les avez. Nos techniques, alors ici à gauche, c'est les low risk, donc les procédures à bas risque, les procédures à risque élevé hémorragique. Pour les risques bas, pour les anti-agrégants, clopidogrel et compagnie, on continue tout simplement, on peut les faire. Pour les techniques qui risquent de faire saigner, alors là, ça dépend un peu du risque cardiovasculaire, donc c'est ça, condition. Si c'est à faible risque, on arrête simplement le clopido quelques jours, 7 jours dans cette recommandation, à mon avis 5 jours suffisent, et l'aspirine peut être continuée, et on peut reprendre après. La difficulté, c'est quand il y a des grands risques cardiaques. Alors, je ne suis pas cardio, et c'est vrai que ce n'était pas le sujet, donc on n'a pas trop parlé, mais ce sont les stents. Et donc là, il faut discuter avec son cardiologue, en résumé. C'est toujours un peu compliqué. Pas de discuter avec le cardio, mais de prendre la décision. Alors, pour les anticoagulants, de nouveau, si c'est une procédure à faible risque, on les continue. Simplement, on conseille de ne pas prendre la dose du matin pour la raison que j'avais dit au début, qui est que le pic d'anticoagulation peut être assez variable d'un patient à l'autre. Voilà. Donc, si c'est possible, enlever la dose du matin. Maintenant, si ce n'est pas fait et qu'il faut faire 2 biopsies dans l'estomac, franchement, le risque est vraiment très très faible. Alors, on a chaque fois warfarine. Hein, je crois qu'il y a. Alors, il y a deux. J'ai remarqué. Hein, enfin, je ne suis pas trop dans ce domaine, mais dans le monde entier, on prescrit la warfarine. Toutes les études, c'est warfarine, Marévan donc. Et en Belgique, on utilise plus le Syntron. Voilà, exception belge. Il y a des implications parce que la durée d'action n'est pas la même. Ça, Delphine pourra peut-être faire un petit commentaire après, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce n'est pas un nouveau anticoagulant, plutôt un vieux. Mais il est encore prescrit hein, dans certains cas, comme nous l'a dit Antoine. Et donc, dans les procédures à bas risque, eh bien, si on est en résumé, ceci, c'est si on est dans le range thérapeutique, c'est bon, on continue, mais il faut juste le vérifier. Pour les procédures à haut risque, c'est évidemment toujours un peu plus compliqué. Pour les DOAC, on conseille de ne prendre que la dernière dose 3 jours avant. Toujours l'exception d'abigatran qui a un problème avec la fonction rénale, donc vérifier la fonction rénale. Et recommencer, j'en parle un peu après, 2-3 jours après. Et pour la warfarine, ça dépend de nouveau de la condition cardiovasculaire. Donc toutes ces recommandations ont été faites évidemment avec des cardiologues. Hein. C'est pour ça que c'est très précis là-dessus. Et donc, voilà, on a là une espèce d'arbre décisionnel, mais qui n'est pas toujours très facile à respecter. Alors, quand on reprend le médicament qui fait saigner, ce n'est pas toujours le gastro-entérologue, eh bien, en fait, il y a peu de données pour quand reprendre ces médicaments. Et donc, comme on l'a déjà dit, il y a des effets anticoagulants qui sont différents. Suivant la prise d'un DOAC, ça va commencer 1 à 3 heures après, un AVK 3 à 5 jours après, une héparine à bas poids moléculaire 1 à 2 heures après, un antiagrégant, je ne sais pas, j'ai cherché, mais on parle surtout de la durée d'action qui est plusieurs jours. Donc j'imagine aussi que le début de l'action prend aussi un certain temps. Et donc, toujours voir une balance de risque. Évidemment, après l'action, nous savons ce que nous avons fait. Donc, on sait s'il y a plus de risque ou pas. Évidemment, une coloscopie où on n'a finalement pas fait de polypectomie, eh bien, on va pouvoir reprendre beaucoup plus tôt. Et donc, globalement, puisque c'est le sujet du jour, les DOAC, on reprend 2 à 3 jours après, en fonction. Je crois que c'est la même chose qui est recommandée dans les diverses chirurgies.
Je vous remercie pour votre attention. Oui.